Pas de réussite sans plan de jeu, bienvenue sur Le Game Plan. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Jérémy Correa. C'est un investisseur immobilier, fondateur du club d'investissement Plus Investissement. Je suis investisseur, marchand de biens, ça fait maintenant presque 10 ans que je suis dans l'immobilier, dans l'investissement immobilier. Donc maladie, pouf, dans la gueule, ma petite fille, le bonheur. Parce que je me suis dit, Jérémy, tu as 10 ans pour trouver un moyen de gagner de l'argent automatiquement tous les mois. Ce qui est important de savoir, et ça, personne n'en parle sur Instagram, et il faut en parler, et c'est peut-être le moment, l'immobilier sans filtre, dès la première affaire, tu es rentable. Tu tapes l'adresse, il te sort tout. Le nom du propriétaire, où il habite, si c'est une SCI, une société, où elle est domiciliée. T'as tout. C'est 1000 euros. Alors l'info là, elle vaut plusieurs milliers d'euros. Ah ouais. On ferait pas un abonnement après sur YouTube, on ferait pas payer la vidéo. Non, il faut donner de la valeur, il faut donner de la valeur aux gens pour qu'ils puissent... Alors, la première chose, Pas de réussite sans plan de jeu, bienvenue sur Le Game Plan. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Jérémy Correa. Jérémy, faut savoir que je le connais depuis longtemps, donc on se connaît, on va dire, de loin, mais en même temps, je le connais. Ouais. Et pourquoi j'ai voulu t'inviter, c'est que déjà, en fait, c'est une personne où je sais qu'il est vraiment sur le terrain. C'est un investisseur immobilier, fondateur du club d'investissement Plus Investissement. Et ce que j'aime chez lui, c'est que je sais que c'est un excellent chasseur parce qu'on était dans la même société d'investissement locatif clé en main. Comment vas-tu? ça va super. Merci Mathéo pour l'invitation. Bah, Je de suis rien. ravi. Je suis très content de t'avoir. Voilà, pour information, tu as été du coup chasseur immobilier pendant très longtemps. Maintenant, ça. tu as créé ta société également, enfin ton club d'investissement. C'est ça. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas dans les grandes lignes, s'il te plaît? Bien sûr. Alors moi, c'est Jérémy Correa. J'ai 34 ans, je suis originaire du nord de la France. Je suis investisseur, marchand de biens. Ça fait maintenant presque 10 ans que je suis dans l'immobilier, dans l'investissement immobilier. Et aujourd'hui, j'ai fondé le club Plus Investissement, donc il y a un an. Donc c'est un club où on fait vraiment du clé en main. On accompagne les investisseurs, que ce soit sur de l'investissement locatif ou des opérations de marchand de biens en association. Ok, et tu peux me parler, c'est quoi ton background? Comment tu es tombé dans l'immobilier et pourquoi l'immobilier? Je suis tombé un petit peu comme Obélix, tu vois, dans la marmite. Je me suis. Quand je- t'étais je- petit, Ouais, je suis devenu un gros drogué de l'immobilier. Je suis piqué Ok. de l'immobilier. En fait, moi, l'immobilier, comment je suis tombé dedans? J'ai pas eu le choix, en fait, parce que j'ai une sclérose en plaques. Donc, Ok. la sclérose en plaques, c'est une maladie, on va dire, neurologique. Il y a des traitements pour apaiser, mais il n'y a pas de vaccin. Et en fait, les stats sur cette maladie, c'est quand on m'a détecté cette maladie il y a 10 ans, à l'âge de 19 ans, Ouais. c'est Quand tu commences ta vie, quoi, ouais, t'apprends ça, ouais, bam. exactement. C'est dans 10 ans, tu seras en fauteuil roulant. En gros, c'est les stats. Dans tout le monde entier, c'est tu as 10 ans et dans 10 ans, la maladie évolue et tu finis en fauteuil roulant. Donc en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans? Je pourrais plus bosser. J'aurai une pension d'invalidité claquée tu vois, de 800 balles par mois. Comment je vais faire? À 20 ans, j'ai eu ma fille. Ok, Donc maladie, pouf, dans la gueule. Ma petite fille, le bonheur. incroyable. Donc je me suis dit, j'ai 10 ans en fait, comme quoi on parle souvent du mindset et c'est la réalité, parce que je me suis dit, Jérémy, tu as 10 ans pour trouver un moyen de gagner de l'argent automatiquement tous les mois. J'ai cherché dans toute l'industrie et l'industrie, on va dire, qui te permet d'avoir du cash flow rapidement, sans forcément avoir de gros diplômes, c'est l'immobilier. Et sans capital aussi? Et ou sans un minimum capital de capital? départ, ouais, avec un minimum de capital, bien sûr. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais sur le terrain, j'ai rencontré des acteurs de ce métier, beaucoup de marchands de biens, je les ai suivis, je me suis formé et je me suis lancé. Et petit à petit, C'est beau parce que il y a plein de personnes qui commencent leur vie avec une frustration, parce qu'au final, c'est une frustration. En fait, c'est ça, Pourquoi ouais. toi, tu as ça alors que tu devais peut-être avoir une bonne santé? Tu te dis à 19 ans, pourquoi ça tombe sur moi? Comment tu as réussi à transformer cette énergie en énergie positive? Parce que tu aurais pu te morfondre et te dire, de toute façon, la vie, elle est contre moi, je vais toucher l'argent des C'est- allocs, je vais rien faire et je vais me laisser En porter par fait, la tu es vie, par maître la de France, ton quoi. destin. En fait, j'avais deux choix quand on m'a annoncé cette maladie. Soit je prends une corde, merci, au revoir, et terminé. Soit je prends cette maladie, je la mets sur mon dos et j'avance avec et je fais d'elle une opportunité. Parce que finalement, quand tu réfléchis, si j'aurais pas eu cette maladie, Ouais, clairement. peut-être que je serais pas là devant toi. Donc en fait, cette maladie, elle m'a apporté aussi beaucoup d'opportunités. Je crois beaucoup au destin, Mm. tu sais. On dit Au le karma, mektoub, le destin. bah, je crois beaucoup à ça, tu sais. Et je me dis, les choses dans la vie ne sont pas faites au hasard. C'est écrit. Donc je me suis dit, on va y aller. Ça sera plus dur. On va avoir des obstacles, on va devoir les franchir, on va devoir casser les portes. C'est ce que je fais aujourd'hui. Et là, on est 10 ans plus tard, ça va niveau santé, tu arrives Bah, quand même à être... En fait, c'est l'immobilier qui me permet finalement d'avoir
de maintenir ma santé. Parce que grâce à l'immobilier, j'arrive à me libérer du temps, j'arrive à me soigner, à aller au kiné, à prendre mon traitement, à faire attention à mon rythme de sommeil qui est ultra important, faire attention à ce que je mange également, faire un petit peu de sport. Donc, grâce à l'immobilier, je me suis libéré du temps tout en préservant ma famille et en préservant ma santé également. Et pour toi, c'est l'actif le plus important au final, c'est Ah bah, je- le santé et ah la bah santé et oui, le parce corps. que on s'en rend pas compte, on est dans notre vie, on a la tête dans le guidon. Le jour où il t'arrive quelque chose, c'est là que tu dis, en réalité, sans la santé, bah, t'as rien en Et fait. quand on est jeune, on est invincible, on croit que Tout voilà, à fait. tout est OK, tout va passer. Et c'est en fait, au final, comme tu l'as dit, c'est grâce. Pour moi, faut pas dire à cause, faut dire grâce C'est grâce, à cet exactement. événement que du coup, tu t'es motivé. Et donc, comment tu as rencontré ces marchands de biens? Comment tu t'es formé? Parce que c'est sympa, en effet, de dire je me suis formé, mais comment un jeune aujourd'hui, il peut se former? C'est quoi les techniques que tu peux donner à des jeunes qui ont envie de se former dans l'investissement Il y a immobilier deux ou dans types, l'immobilier il y en a deux général? types de manières de se former. La première, c'est la formation. OK. Tu vas rien apprendre avec la formation. Si Pourquoi? acheter une formation en ligne, je te le dis clairement, ça va pas te faire évoluer. Tu veux te former, tu t'intéresses à l'immobilier, même si tu n'as pas encore de projet, tu vas à la Fnac, chez Cultura, il y a des très très bons bouquins sur comment devenir marchand de biens, il y a écrit par des professionnels, de très très bons bouquins. Bah, qu'est-ce que c'est l'investissement locatif? Tu sais, moi, j'ai commencé l'investissement, à m'intéresser à l'investissement locatif comme ça. J'ai acheté des bouquins d'Olivier Seban à l'époque. Ouais, comment, devenir Ouais, riche, un truc rentier, comme ouais, ça, ouais. voilà, Ouais, j'ai exactement. commencé avec celui-là aussi et ça a été un des premiers J'avais qui m'a acheté motivé. celui de la bourse et celui de l'investissement Ouais. immobilier. Et c'est ça, en fait, qui m'a fait bah, déclencher et faire le premier pas, tu vois, dans ma résidence principale. Tu vois, c'est ce que j'ai fait, en fait. Donc, il y a cette partie-là où tu peux te former avec des bouquins sur YouTube aujourd'hui, sur Instagram, sur Internet. Tu peux avoir beaucoup, beaucoup de contenu. Pour moi, la meilleure façon de se former, c'est le terrain. C'est d'aller visiter, de rencontrer des marchands de biens, rencontrer des agents immobiliers aussi également, rencontrer des artisans parce que ça va être nos partenaires, avoir son notaire, discuter avec son notaire, c'est ce qu'il faut. Ça prend du temps, mais c'est tellement riche en termes d'expérience et ça va vraiment te faire évoluer. Donc c'est vraiment ce qu'il faut faire. Là, tu as utilisé beaucoup le mot discuter, rencontrer, donc si on comprend bien, c'est vraiment de l'humain et parfois l'humain, c'est ce qui peut faire peur aussi à certaines personnes. Au final, c'est beaucoup un métier relationnel de ce que Ah je ouais, comprends, mais c'est l'investissement ça. Mais immobilier et de tu ce que j'ai vois, pu moi, voir. alors là j'étais sur Paris, j'étais en avance. La première chose, Ouais, je tu t'ai m'as envoyé un dit, message, je t'ai dit ouais, je suis «Tu là. où?» T'es où? Tu m'as dit je suis là dans 20 minutes, t'es en avance. Je dis bah ok. J'ai été boire un café à côté, j'ai parlé avec le gars du café. J'ai été faire un tour, il y avait des super petites maisons juste à côté, la rue juste à droite. J'ai été regarder s'il n'y avait pas des petits volets fermés, s'il n'y avait pas des petites fenêtres, des petites façades défraîchies, etc. J'étais tout de suite, c'est un réflexe, j'étais faire un petit tour, j'étais discuter avec les gens. Il faut que ça devienne au final automatique et surtout, limite normal. Pour plein de gens, c'est un effort. Ouais. Comment t'es passé du c'est un effort parce que le cerveau, quand tu veux créer une nouvelle routine, c'est toujours compliqué au début. À partir de quand pour toi, ça a été normal et maintenant tu le fais, limite, C'est sans un te poser de réflexe, questions, quoi? c'est un réflexe, tu vois? C'est vraiment un réflexe. Moi, c'est ma nature. Tu vois? Moi, j'aime m'intéresser aux gens. En fait, il faut aimer les gens. Mmh. Il faut aimer l'humain, s'intéresser. Tu vois? Aujourd'hui, je vais apprendre énormément de toi. Toi, tu vas apprendre énormément de moi. C'est de la valeur, tout simplement, et c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça Exactement. qu'on évolue. Moi, je suis une vraie éponge. Moi, quand je suis sur un chantier, je prends mon électricien. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Mon électricien, il me parle de l'électricité pendant 1 heure. Et bon, OK, c'est quoi une colonne électrique? Pourquoi on a mis un tableau en 63 ampères et pas en 43 ampères? Pourquoi tu as fait ça? Tu vois? Et j'aime ça. J'aime parler avec des passionnés, en fait. Et tu arrives facilement à switcher d'un investisseur à un artisan, à un banquier, à un agent immobilier parce qu'il ne faut pas utiliser les mêmes mots. Chacun a une vie différente, Bien sûr. chacun a des problèmes différents. Comment tu arrives, toi, à gérer ces relations humaines et à t'adapter en fonction du profil? C'est En l'écoute. restant le même, bien sûr. En fait, c'est l'écoute. Il faut être soi-même, il faut pas faire un jeu, il faut être soi-même. C'est vraiment l'écoute, être attentif, s'intéresser réellement à ce que la personne a dans le cœur et à ses problèmes Mmh. également. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive à faire des bonnes affaires. Parce que quand on rencontre un propriétaire qui a des problèmes et qu'on s'intéresse réellement à ses problèmes, finalement, on arrive presque comme un médecin, on diagnostique le problème et on vient résoudre le problème avec ce propriétaire pour acheter son bien. C'est vrai qu'au final, souvent, le plus important, c'est de savoir écouter et poser les bonnes C'est questions ça. plutôt que de parler. Je sais qu'en visite, toi, ça doit être pareil. Le mieux, c'est surtout de poser des questions et d'écouter ce que dit la personne plutôt que de parler, parler, parler. Question ouverte. Et ouais, Toujours, toujours des toujours. questions ouvertes. Et tu peux nous expliquer, du coup, comment tu as fait tes premiers investissements? C'est quoi ta stratégie d'investissement par le passé et actuel? Est-ce qu'il y a eu une modification au fur et à Bien mesure sûr. des années? L'immobilier évolue.
d'année en année, de jour en jour, de mois en mois. Toujours, toujours. Donc, il faut toujours se mettre à la page, ça fait partie de notre métier. Moi, mon premier invest, c'était ma résidence principale. Ok. J'ai acheté ma résidence principale, j'ai lu le bouquin d'Olivier Seban. Je me suis dit, putain, j'ai une maison, 3 chambres, je paye 500 € de crédit tous les mois. Ma première résidence principale, je me suis dit, tiens, je vais essayer de la mettre en colocation. Juste pour le fun, je mets une annonce sur le Bon Coin, 4-5 photos, je fais une annonce vite fait, bien fait. Je me fais harceler. École d'infirmière juste à côté. J'étais même pas au courant, tu vois. C'est vers quelle région? Dans le Nord, Dans à le Nord, Tourcoing, ok. une ville de 100 000 habitants, tu vois. Très bien desservie. J'ai une école d'infirmière juste à côté de ma maison, sans le savoir en plus, tu vois. Du jour au lendemain, je dis à ma femme, on déménage dans un mois. Elle me dit pourquoi? Je dis parce que la maison, je l'ai louée à 3 nanas, à 3 étudiantes. Elle comprend rien, elle me dit mais t'es fou. Ma femme, Ouais. c'est... Et surtout, c'est la sécurité, la résidence principale. Pour Ouais. le français moyen, Je la suis pas résidence attaché à principale, ça. c'est-à-dire? Je suis pas attaché à tout ce qui est matériel. Je m'en fous, c'est du vent. Une maison, tu vois, je suis pas attaché parce que ma fille a grandi dedans, etc. Et je m'en fous. Moi, c'est un actif. C'est de l'investissement. Tout ce qui est immobilier, c'est de l'invest. Peu importe. Tu C'est vois? marrant parce que j'en parle à des amis et parfois, quand on est propriétaire, on peut croire que nous, on est content d'être propriétaire et que ça nous appartient. Alors qu'au final, plus tu es investisseur immobilier, plus il y a des choses qui t'appartiennent, mais au final, rien ne t'appartient en même temps parce qu'au final, ça appartient à tes locataires, ça appartient à tes voyageurs. Et au final, je trouve, quand tu investis dans l'immobilier, tu es beaucoup plus ouvert d'esprit parce qu'au final, même si tu investis, ça t'appartient au fond, mais au final, c'est pas toi qui es dans l'appartement. Et au final, c'est le locataire qui s'approprie l'appartement C'est ça. plus que Et toi. puis, il n'y a pas forcément de règles. Tu vois, moi, j'ai des potes qui gagnent extrêmement bien leur vie. Ils sont locataires. Mm. Pourquoi? Parce qu'on commence à arriver dans une génération de nomades. J'ai des potes qui gagnent très, très bien leur vie. Ils sont locataires. Tous les 5-6 mois, ils changent de maison. Toi, tu es locataire Moi, je actuellement? suis propriétaire. Ok. Je suis propriétaire. Mais pas que de ta RP, du coup, Non, j'ai mes d'investissement invests aussi. à côté où j'ai mes locataires qui me payent tous les mois Et mon crédit. pourquoi tu as commencé par la RP? Parce que c'est vrai qu'il y a souvent cette question qui revient. Est-ce que je dois faire un investissement locatif ou la résidence principale? Les arguments en faveur de la résidence principale, c'est que c'est de la sécurité et ça te permet, même si tu n'as pas, tu peux parfois avoir des problèmes au niveau du cash flow parce que voilà, tu ne loues pas forcément l'appartement, ça peut être compliqué. Par contre, c'est vrai que lorsque tu fais un investissement, bah, ça te permet en fait de ne pas avoir le problème de la résidence principale parce que lorsque tu fais forcément une recherche de financement, quand tu as une résidence principale, ça peut être une épine dans le pied. Qu'est-ce que tu en penses de Il tout ça? n'y a pas de règle. Faites ce que vous voulez. Si vous avez envie d'être locataire, soyez locataire. Si vous voulez. Moi, j'ai mon frère qui a été locataire à Paris Ok. pendant des années parce que ça ne l'intéressait pas d'acheter 400 000 € un 2 pièces ou un 3 pièces, par exemple, dans le En effet. secteur où il voulait. Tu vois? Et c'est son choix. Et c'est très bien. Il est heureux comme ça. Et à côté, ça ne l'empêche pas d'investir dans l'immobilier. Tu vois? Un petit peu en Bretagne, un petit peu à Lille, etc. Tu as des personnes qui veulent acheter leur RP parce que c'est tout, ils se sentent en sécurité, ça leur permet de bien dormir la nuit, de pas s'engueuler avec madame, et c'est très bien s'ils sont heureux comme ça va pas les empêcher d'investir dans l'immobilier. Et moi, quand je reviens sur mon premier investissement, donc qui était ma RP, j'ai mis en colocation mes 3 chambres, donc j'avais 500 € de crédit tous les mois. Mes 3 chambres, je les louais 1 200 € par mois, tu vois, sur ma première RP. Donc, on a déménagé sans maison, hein. J'ai été habité avec ma femme chez ma mère. Imagine, 3 mois chez la Ouais, belle-mère. là, c'est. On dit waouh, c'est quoi les problèmes là? J'ai retrouvé une nouvelle RP en Belgique, à la frontière Ok. française. RP que j'ai toujours aujourd'hui, où j'habite toujours dedans. Et puis, on a redéménagé là-bas. Et ma maison aujourd'hui, je la loue plus en colocation, je la loue en résidentiel à une famille. Depuis Ok. maintenant quelques années, ça fait 5-6 ans qu'elle est louée à une famille avec 2 gamins. Et ils Pourquoi sont très ce bien changement dedans. stratégique? En fait, je me suis vite rendu compte, en fait, c'est la demande locative que j'ai sur mon marché, en fait. Sur ce secteur, j'ai beaucoup de demandes de familles. Tout simplement parce que c'est des familles qui gagnent bien leur vie, hein. Peut-être que c'est des professionnels d'intérim parce qu'ils font pas de crédit par histoire de confession, tu vois. Et aussi parce qu'ils n'ont pas accès au crédit parce qu'ils n'ont pas assez d'apport, etc. Donc, ils ont besoin d'un logement. Habiter dans un appartement, la famille avec 3 enfants, ça les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, petite maison avec 3 chambres, un petit jardin pour les gamins, le barbecue, et c'est très bien. Donc, moi, dans mon secteur, j'ai beaucoup de demandes pour ces familles-là. Donc, maison résidentielle, famille, mon cash flow, je le compte 12 mois sur 12. J'ai pas de gestion locative parce que les personnes qui sont dedans, ils vont y rester minimum Ça, c'est l'avantage. 5-6 ans, tu vois. Ça tourne tout seul. Il y a une telle demande que demain, si elle se libère, du Quelqu'un jour au d'autre lendemain, arrive. elle est louée. Et surtout, c'est des locataires qui vont entretenir la maison. Parce qu'ils ont des gamins, donc ils veulent que les gamins se sentent bien. Donc ils vont bien décorer la maison, ils vont bien en prendre soin également.
Donc ça, c'est important aussi de le calculer. Et est-ce que ça t'a dégoûté, entre guillemets, de la colocation ou c'est un produit que tu apprécies encore, la colocation? C'est le secteur tout le temps. C'est vraiment, moi, quand je suis en chasse, avant de trouver le bien, j'analyse la demande locative, tout simplement. C'est la loi du marché, c'est la demande qui décide quel bien tu vas acheter, tout simplement. Et suite à cette RP, donc là, tu te rends compte de la puissance de l'investissement immobilier. Ah, truc de fou. C'est quoi la suite? Parce que en effet, tu as ta RP, donc tu peux peut-être être bloqué niveau financement. Ouais. C'est quoi la suite Je suis après? bloqué niveau financement. Ok. Tu Donc me là, tu retrouves, dis, bah, c'est fini, terminé. j'ai cette RP, j'attends, fin du game. Exactement. Donc, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je combine le métier de marchand de biens Ok. avec l'investissement locatif. Le métier de marchand de biens me permet d'avoir du cash pour Qui est sécuriser. la avoir de problématique l'apport. quand tu es investisseur immobilier. Exactement. Et derrière, avec ce cash, j'investis dans l'immobilier. Moi, je le dessine en 2 blocs. En fait, moi, c'est ce que j'enseigne. Tu sais, tous les dimanches, je fais un webinaire où j'essaie de partager un max de valeur. Et dans ce webinaire, j'explique un petit peu ma stratégie. Je n'ai pas inventé la roue, hein. Je me suis juste simplement inspiré des marchands de biens que j'ai rencontrés. C'est les marchands de biens, ils achètent un immeuble, ils revendent une partie, ils se gardent quelques lots pour eux, tu vois, avec une bonne rentabilité à 10%, et ils se font de la marge à côté en revendant une partie. Et ils enchaînent. Et Ok. c'est comme ça que moi, je dessine vraiment l'investissement immobilier. Et c'est logique quand tu y réfléchis. Le commun du mortel aujourd'hui, même si demain, tu gagnes 15-20 000 euros par mois de salaire, tu vas être bloqué tôt ou tard avec le taux d'endettement à 35%. Donc le but, c'est d'aller défoncer ce taux d'endettement, de trouver de nouvelles stratégies et d'associer justement ce métier de marchand de biens pour avoir du cash qui va te permettre de réinvestir derrière et de construire et de grandir ton parc immobilier. Et du coup, suite à cette résidence principale, tu as fait du marchand de biens Ouais. qui t'a permis de récupérer du cash. Exactement. Et après, tu as fait du locatif. Et c'est pas compliqué parfois parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui vendent des accompagnements ou des formations en marchand de biens qui donnent des gros chiffres. Et c'est vrai que quand tu revends, par exemple, et que tu fais 60 000 euros de plus-value, moi, je sais que j'aime bien faire diviser par le SMIC parce que ça te permet aussi de te rappeler D'avoir, ce que ouais, ça vaut bien sûr, 60 000 euros. bien sûr. Est-ce que tu n'as pas la flemme de dire est-ce que j'ai envie quand même de faire du locatif pour gagner 750 euros par mois? Pourquoi tu veux quand même faire du locatif alors qu'avec du marchand de biens, tu fais des plus gros sous? Alors, le locatif, ça me rapporte du cash flow. En fait, comment je fonctionne? Moi, je fonctionne comme une ETF en bourse. Je veux mes 10% de rentabilité à l'année. Dans ces 10% de rentabilité, je vais intégrer du 5% ultra patrimonial, je vais intégrer de l'entrepôt, du local commercial qui va tourner tout seul, de l'appartement studio. Je vais vraiment me diversifier au maximum pour me sécuriser ma rentabilité Ok. pour avoir ces 10%. Donc, je vais avoir du patrimonial, un peu de secteur semi-populaire, on va dire, tu vois. Et c'est ce qui me permet d'investir dans l'immobilier. Ce qui est important de savoir, et ça, personne n'en parle sur Instagram, et il faut en parler, et c'est peut-être le moment, l'immobilier sans filtre, c'est la capitalisation et la valorisation de ton patrimoine. Ok. Moi, ce qui compte, c'est de bien acheter. J'achète toujours en dessous du marché. C'est la première règle. La première règle, c'est acheter avec une décote. Point Ok. final. Dès lors que tu as cette décote, bah, forcément, ta rentabilité, elle augmente. Tu as acheté en dessous du prix du marché et tu as déjà gagné de l'argent à la revente. Et en fait, moi, je vois ça en fait comme mon livret A. Sauf que j'ai pas 3% de rendement, j'ai 10% de rendement, voire 100% Ouais. à la fin du crédit. Tu bats largement l'inflation. Mais j'explose l'inflation. Tu vois, Et limite, on peut là, être tu l'inflation. remercies l'inflation parce que c'est l'inflation qui fait augmenter Bah les oui. loyers alors que ton montant de crédit reste le même. Ah, reste le même. Sauf que l'appartement que j'ai acheté aujourd'hui, 100 000 euros, dans 20 ans, il vaudra plus Il 100 000 pas euros. 100 000 euros. Peut-être 150, 200, voire un peu plus, tu vois. Et en fait, et quand tu calcules en fait cette marge que tu as à la revente, tu la divises sur 20 ans. Hmm. Tu as ton cash flow mensuel. Ouais. Tu as tes 15-20%. Tu es déjà à 10%. Tu as déjà un cash flow avec le crédit. Si tu mets en ratio aussi ce que tu vas gagner dans 20 ans à la revente, si tu revends, tu vois, les personnes qui font du Airbnb, des logements atypiques, arrêtez, c'est bon. C'est intéressant ce que tu C'est dis mort. parce que c'est vrai que le mot cash flow, il est galvaudé, il est très utilisé aujourd'hui. On utilise moins le mot capitalisation. Et avant toi, il y a eu Gilles Grimm qui est passé, qui nous expliquait sa stratégie, c'était lever de la dette un maximum, Bien sûr. capitaliser un maximum. Et au final, c'est vraiment sur la capitalisation que tu t'enrichis. Qu'est-ce que tu en penses de cette stratégie? Et t'es plus cash flow ou capitalisation? Je suis sur les deux. Les deux vont ensemble. J'achète en dessous du prix du marché, donc je vais avoir une bonne rentabilité. Comme j'achète en dessous du prix du marché, j'ai gagné déjà de l'argent à la revente. Donc voilà, c'est placé. Le loyer me couvre largement mes mensualités. Je laisse tourner tout seul. Moi, le but, c'est d'enchaîner. Ok. Mais il faut comprendre une chose, c'est que le facteur temps en immobilier, il est ultra puissant. C'est sur la durée que tu t'enrichis. C'est vraiment Parce ça. que
Tu vois, on parle de ça. Tu as un appartement. OK. Tu as 10 appartements. Tu fais 100% sur ton appartement dans Mm. 20 ans. Tu es millionnaire. C'est ouf parce que pour enfin pour l'être humain, le temps, c'est son pire ennemi. Parce que tu vieillis, la santé va de moins en moins bien. Et ce qui est impressionnant, c'est que quand tu as de l'immobilier, en fait, le temps, au contraire, c'est ton allié parce Exactement, que bien tu sûr. t'enrichis de plus en plus, ce qui te permet d'avoir de plus en plus de liberté et donc de pouvoir travailler de plus en plus ta santé. Et en fait, ça crée un cercle vertueux qui est exceptionnel, je C'est trouve. exactement ça. En fait, c'est une boule de neige qui fait que grossir d'année en année. Et surtout, quand tu combines ces deux stratégies, bah finalement, tu n'as plus cette notion de blocage de banque. Donc, tu peux enchaîner les opérations à vitesse grand V. Et là, c'est magnifique. Tu peux nous donner un exemple de projet de marchand de biens que tu as pu faire et un exemple aussi typique de projet locatif que tu fais. Marchand de biens, j'adore faire des projets. En fait, je fonctionne pas comme un marchand de biens traditionnel. J'achète pas des gros blocs d'immeubles pour les diviser. Ok. Moi, je me concentre sur un produit sécurisé. En fait, j'ai toujours un plan B. Je me dis, si j'arrive pas à revendre tout de suite, je peux louer. C'est pas grave. Mm. Ou c'est déjà loué. Je te donne un exemple qu'on a fait le mois dernier avec mon associé. On a acheté 2 maisons à moins de Ok. 100 000 euros. Ok. 40 000 balles la maison. Ok. Valorisation de la maison, 80 000 euros pièce. Ok. On Donc en là, a tu fais pris un deux. x2 On fait un juste x2. en achetant. Alors, on parle de 30 000 euros de marge. On en fait 2 sur le même mois. Ça fait 60 000. Mm. Ça commence à être intéressant. Sur des projets à moins de 100 000 euros. Donc, tu vois, tu n'as pas besoin d'aller chercher du risque, aller acheter des produits à 500 000 euros. À moins de 100 000 euros aujourd'hui, une personne qui est finançable, elle peut faire du marchand de biens. Elle peut acheter en locatif également. Pour toi, dans le marchand de biens, il faut mieux faire du volume et faire plein de petites opérations, que faire qu'une seule très grosse opération et peut-être un peu plus de risques. T'en penses quoi Tout dépend en fait du cash que tu as en fait. De si tu as les Souvent, reins le cash, solides ou pas, tout c'est le simplement. problème, quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon, moi, je préfère faire 5 opérations par mois à 20 000 euros pièce qu'une opération qui va durer 1 an avec tous les problèmes administratifs, permis, découpe, etc., frais de géomètre, etc. Et gagner, je sais pas, 20% de plus, tu vois. Parce que le marchand de biens, ça a l'air facile quand on dit comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a C'est beaucoup un de travail. Il métier. faut gérer aussi les locataires. Par exemple, tu veux revendre sans le locataire, mais le locataire reste. S'il appelle un avocat, enfin, il y a tellement Mais de choses à c'est prendre en hyper compte que. complexe. Aujourd'hui, surtout, là, tu le vois, on est de cette génération Instagram Mm. réseau. Putain, mais qu'est-ce que je vois des pubs? Comment devenir milliardaire, millionnaire en faisant des produits d'achat, en devenant marchand de biens. Et à l'époque, moi, quand j'ai commencé à y 10 ans, les marchands de biens, ils se faisaient tout petits, hein. Et Tu les voyais avec leur ouais. petite camionnette, ils allaient vérifier leur chantier. Tu savais pas qu'ils étaient marchands de biens, les mecs, hein. On n'en parlait pas, hein. C'était un métier hyper discret, hein. Et tu te fais contrôler. J'ai des potes qui sont marchands de biens et je sais que malheureusement, d'un point de vue fiscalité, ils se font beaucoup attaquer par les impôts parce que ils savent que les marchands de biens, il y a toujours moyen de récupérer entre tu sais, les problèmes de TVA, etc. Comment tu fais, toi, pour ne pas avoir justement ces problèmes-là et que ça se passe bien d'un point de vue juridique et fiscal? C'est de créer une équipe en place. Moi, j'ai mon avocat fiscaliste, qui est sur Paris d'ailleurs, Samy. Et à côté de ça, j'ai mon expert comptable. Ok. Et en fait, il faut avoir sa stratégie dès le départ, la bonne société, la bonne dénomination de société, etc. Est-ce que tu veux être assujettif à la TVA, si tu vas faire du terrain, du local commercial ou pas? Moi, je fais que de l'habitation, donc je ne Ok. peux pas emmerder avec ça. Et après, voilà, il faut être droit, hein, maintenant. Le fiscal IA, donc. Ouais, non, faut faire attention. Ah ouais, ouais. Non, mais j'ai jamais été emmerdé par rapport à ça. Quand tu Et fais les du choses coup, bien. comment tu t'es structuré juridiquement? Bien sûr, si c'est pas indiscret, chaque fois que tu as un nouvel associé, tu crées une nouvelle Non. société et après tu la fermes une fois que vous avez vendu le bien. Comment vous organisez? Non, si je m'associe avec un partenaire, alors tu vois, moi, ma première opération de marchand de biens, je pense que c'est intéressant de dire comment j'ai fait. Parce que j'étais salarié à l'époque, je gagnais 1 500 euros par mois. Ok. Donc, comme J'ai- quoi, on n'a pas besoin de gagner 5 000 euros par mois pour Non, faire du marchand de j'ai biens. créé ce qu'on appelle une SEP, une société en participation. Tu peux expliquer pour les gens qui connaissent pas ce Ouais. que c'est? En fait, ce que j'ai fait, j'avais pas le cash pour faire les opérations de marchand de biens. Par contre, putain, j'étais déterminé à trouver une opération de marchand de biens. Je savais que je pouvais la trouver parce que j'étais déterminé. J'étais sur le terrain tous les jours. J'ai trouvé une opération de marchand de biens. J'ai trouvé un financier, tout simplement. Donc, je me suis associé avec un autre marchand de biens que j'avais rencontré, qui m'avait apporté aussi beaucoup de valeur et qui m'avait entrepartie formé, tu vois, à ce métier-là. J'ai été le voir, je lui ai dit, j'ai une opération de marchand de biens, j'ai signé le compromis de vente à mon nom. Est-ce qu'on peut s'associer? Oui, on peut s'associer. J'ai pas les fonds. C'est pas grave. Tu as fait le boulot, tu as fait le job, tu as ramené l'opération. Moi, je ramène les fonds et on fait moitié. Alors, c'est pas moitié-moitié. Oui, mais Voilà, il a pris 60, 40. ça, Mais mais bon, c'est normal. allez, on signe tout de suite. Moi, il m'aurait dit, tu prends 10%, Oui. j'aurais été, tu vois. Et on a fait cette première opération ensemble, comme ça, en SEP. Donc, une société en participation, c'est un contrat, en fait, sous sein privé, en fait,
avec un pack d'associés qu'on va limiter ensemble. Alors, pack d'associés, ça peut être, on injecte chacun 50%. Jérémy, c'est toi qui vas t'occuper de la commercialisation, de l'administratif, donc tu vas prendre 40% des parts. Ok. Mathéo, c'est toi qui as trouvé l'affaire, donc comme c'est toi qui as trouvé l'affaire, c'est toi qui vas la revendre, tu prends la moitié des parts. On met ce qu'on veut sur ce pack d'associés. Ok. Cette SEP, donc cette société en participation, elle va être déposée aux impôts, parce qu'elle va payer de l'impôt. On n'a pas besoin de la mettre au tribunal de commerce. Ok. Tu n'as pas de numéro de tiré dessus. Tu vois. Et cette SEP, elle a un but, elle a une fin. Donc, quand le projet est fini, cette SEP, elle redistribue les dividendes. Chacun paye ses impôts sur le revenu, ou voilà, chacun sa fiscalité. Et ensuite, cette SEP, elle s'éteint. Ça Ok. permet de s'associer sur une durée limitée et de ne pas être marié en créant une SAS avec des Ouais. statuts, Ah, etc. intéressant. C'est ultra pratique. Et tu vois, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Dans le club, on a une maison en région parisienne, en Ok. plus, à Colombes. Ça fait 5 ans qu'on est dessus. Là, on vient de verrouiller le deal il y a quelques semaines. Il nous manquait 200 000 euros. On a été voir le club. Salut les gars, dans le club, on a des marchands de biens professionnels. On a besoin de 200 000 euros. Qui est chaud pour participer? Voilà la marge, voilà la redistribution, etc. On a levé 200 000 euros en une soirée. Tu vois, C'est ouf. voilà, c'est 200 000 euros. Tu vois, Ouais. là, tu vois, je te dis 1 million d'euros, je ne pense pas que je les aurais levés avec le club. Mais 200 000 Non, euros, mais on 200 000, savait. c'est qu'on énorme. pouvait Encore une fois, tu vois. quand tu divises par le Bien SMIC, sûr. c'est là que tu te rends compte, Ah 200 ouais, 000 euros, mais ce que c'est. bien sûr. On oublie souvent, dans l'immobilier, souvent, on parle de gros chiffres. C'est Mm. des gros chiffres, on oublie souvent. Mais tu vois, moi, faire une opération de marchand de biens où j'ai 10 000 euros de marge nette dans ma poche, tu m'appelles, je la fais. Tu as un pourcentage de marge brute minimum pour faire une Non, opération? pas forcément. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le projet. Si je vais mettre 1 mois à faire l'opération, tu vois, Mm. même si je prends 10 000, encore une fois, 10 000, c'est l'air d'un chirurgien qui a fait 15 ans d'études. Tu vois ce que je veux dire? On l'oublie souvent, ça Ouais, aussi. t'as raison. Donc, moi, ça m'intéresse, surtout si on est sur moins de 100 000 euros, etc. Tu vois, j'ai déjà fait des opérations à 15 000 balles sur des maisons résidentielles où j'achetais, j'avais 15% de rentabilité, je revends à un investisseur à 9-10% de rentabilité, tout le monde est content, moi je prends 15 000 euros de marge, ça me va très bien, ça va très vite, tu vois, c'est du win-win et ça me va Il y très très a, il y bien. a le rapport temps, argent, Toujours, énergie. Et parfois, même si tu toujours. as un peu moins d'argent, si ça t'a pas demandé de temps et d'énergie, tu es quand même gagnant. Je suis quand même gagnant, je suis quand même gagnant. Et du coup, cette première opération, tu peux nous en parler un peu? C'était quoi comme type de Marchand de biens? produit? Ouais, Marchand de marchand de biens, biens. là, c'est un immeuble de rapport. Immeuble de C'est un rapport. immeuble de rapport, opération simple, tu sais, immeuble, 4 lots, on redivise, À la découpe. géomètre, voilà, à la découpe. Simple, On met un efficace. syndic bénévole, on se prend pas la tête, on rafraîchit les parties communes, on rajoute un compteur sur les parties communes parce qu'il n'y en avait pas, on revend la découpe, terminé. Opération, on va dire, Ok. classique, assez simple. Et pour le projet locatif que tu as pu faire, on va dire typique, Ouais. tu peux nous en parler? Moi, je travaille toujours sur la longue durée. Je travaille pas sur du Airbnb. C'est toujours location longue durée. Le Airbnb, moi, je l'utilise comment? Comme un booster de rentabilité. Et avec les membres, les investisseurs que j'accompagne également en clé en main, c'est ce que je leur propose. Je leur dis le menu, je leur propose toujours 2 menus. Ok. Menu A, t'achètes, tu revends, tu fais une opération de marchand de biens. OK? Menu 2, tu peux louer, t'inquiète pas, tu as déjà acheté en dessous du prix du marché, tu as déjà gagné de l'argent. Tu vas avoir 10% de rentabilité sur de la location longue durée. Voilà. Menu numéro 3, si tu choisis la location, on est dans un secteur où le Airbnb fonctionne pas mal. Voilà, j'ai fait mes petites études sur RDNA, etc. Mhm. J'ai des sociétés de conciergerie partenaires assez sérieuses avec qui je bosse. Voilà, Ok. je leur ai demandé leur avis. Tu peux le booster avec du Airbnb. Le jour où ça fonctionne plus, pour X raisons, parce que on a un changement de gouvernement, on a des taxes en plus, bref, ça marche plus. Tu remets en longue durée Tu et t'en là, t'es fous. peinard. Tu peux le mettre en longue durée. Le plan numéro A, il était très bien, t'es sécurisé. On va chercher du cash avec le Airbnb en plus, c'est très bien. Et puis, c'est pas grave, tu vois. On prend pas de risque. Je ne demande pas de business sur Ouais. du Airbnb. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que là, en ce moment, on voit beaucoup encore une fois, d'accompagnement, de formation sur Instagram et sur YouTube, sur des personnes qui vendent le business des produits atypiques, Ouais. c'est-à-dire des investissements atypiques. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce que c'est vrai que le Airbnb, ça apporte énormément de cash. Tu peux expliquer c'est quoi la différence entre un investissement long terme, peut-être un peu moins rentable, et ce genre de produit qui peut parfois être dans des caves où tu fais en effet une jungle room, etc. Tu peux expliquer la différence et toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça? C'est du commerce, tout simplement. Pour moi, c'est un fonds de commerce. Tu achètes une cave, tu mets un jacuzzi, tu fais une love room, ce que tu veux. Pour moi, tu auras un fonds de commerce, tu auras un business qui tourne. Tu achètes cette cave 100 000 euros aujourd'hui, tu la rénoves, elle te coûte 200 000 euros. Tu as 3 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois en Airbnb. Ça ne veut pas dire que tu vas pouvoir la valoriser à 300 000 euros.
Voilà, elle va pas se valoriser. Ça reste une cave. C'est pas habitable. Mm. C'est un business. C'est un fonds de commerce. C'est exactement la même chose qu'un boucher ou qu'un boulanger. Il a son fonds de commerce. Il va bien travailler. Il va travailler dur. Il va faire monter sa boulangerie. Et derrière, il va valoriser sa boulangerie grâce à son chiffre d'affaires. Il va la revendre, tout simplement. C'est Et tu exactement la penses même pas que chose. revendre un produit d'investissement clé en main, en plus, je pense que comme ça génère beaucoup de cash, tu peux revendre du 15% facilement. Tu penses pas qu'il y a des gens qui pourraient être intéressés en mode ah, c'est clé en main, j'achète, le business il tourne déjà. T'en penses quoi de ça? Bah, tu as une clientèle pour ça, hein. Hmm. Tu vois, tu as une clientèle qui veut un produit déjà clé en main, sans travaux. Mais pour moi, c'est un commerce, tout Ouais, simplement. Tu as une gestion hyper lourde à faire. Tu as de l'entretien. Tu as une gestion de locataire qui est aussi pareil, hyper lourde. Pour moi, c'est pas 100% passif, tu vois. ok. Moi, ce que je veux, c'est investir dans l'immobilier, dans du locatif, par exemple. Et je veux que ça tourne tout seul. Je veux bien dormir la nuit. Je veux être dans ma zone de génie, avoir le temps pour retrouver de bonnes affaires. Je veux pas qu'on m'appelle tous les 4 matins et il y a un problème avec ça et le jacuzzi ne fonctionne Hmm. pas et on a un locataire, je sais pas Ouais, quoi. c'est Et il redondant, y a c'est eu chiant, on a une effectivement. réservation ce soir et les personnes précédemment ont flingué le truc. On est dans la merde, il nous faut une pièce. Je veux pas qu'on m'emmerde avec ça. Je veux que ça soit 100% passif, tu vois, pour me libérer du temps. Encore une fois, au début, on parlait de liberté financière. C'est ça la Hmm. liberté financière. C'est demain, je peux partir à l'autre bout du monde. Je sais que j'ai mes locataires qui sont en place. Je livre des logements de qualité, donc je suis pas emmerdé, tout simplement. Et on revient encore une fois sur le cash, parce que c'est vrai que tous ceux qui font du Airbnb, c'est parce que justement, tu as besoin de cash. Et c'est ça qui est compliqué quand tu fais de l'investissement immobilier. Si tu fais pas, bien sûr, du marchand de biens ou du Airbnb, c'est parfois que c'est un problème de cash. Donc, tu t'enrichis sur le long terme. Tu es beaucoup plus gagnant que, par exemple, des personnes qui ont des business en ligne où ça génère énormément de cash. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, c'est en fait les personnes qui ont des business en ligne, qui ont beaucoup de cash, ils envient les personnes qui investissent en immobilier, mais qui ont peut-être un peu moins de cash. Et inversement, ceux qui ont Bah oui. beaucoup investi, mais qui n'ont pas beaucoup de cash. Et en fait, il faut vraiment un juste milieu des deux mondes pour pouvoir du coup évoluer et continuer à lever de la dette. Toi, tu peux du coup me citer, parce que je reviens là-dessus, le projet locatif typique que tu fais en règle générale ou que tu as pu faire toi parmi tes investissements. Maison résidentielle, tu vois, c'est maison classique, 70 mètres, 80 mètres carrés avec 3 chambres, location à des familles. Je fais du logement étudiant également pour des étudiants. Donc Ok. là, je livre vraiment en full meublé, comme on a pu faire, comme tu connais. Mm. Colocation, j'en fais très très peu parce que on se rend compte que ton cash flow, ta rentabilité, tu la crées avec la dernière chambre. Il suffit que tu as une chambre libre, que tu tombes plein mois de novembre, ou pas de période scolaire, tu n'arrives pas à louer. C'est énergivore aussi. Ouais, franchement, c'est voilà. Donc colocation, j'en fais vraiment très peu. Donc toujours en meublé? Toujours de la location Non, meublée? pas Non, pas tout forcément, le temps, pas tu t'adaptes? forcément. Moi, Ok. j'achète en SAS, en SCI également, Ok. patrimonial. Donc non, il faut pas se bloquer par rapport à ça. Surtout qu'aujourd'hui, on le voit, la location nue évolue en termes de fiscalité. Elle devient même très intéressante. Tu vois, c'est équivalent au LMNP pratiquement. À partir du 1er janvier 2025, nouvelle réforme qui va sortir, ça veut devenir intéressant. Pourquoi? Parce que il commence à manquer de logements, justement. Il y a trop de logements vacants, il n'y a pas assez d'offres sur le marché par rapport à la demande. Et c'est du pain béni pour nous. Il faut qu'on en profite, tout simplement. T'es passé en LMP toi ou t'es toujours en LMNP? Non, moi, je suis en LMNP en nom propre. Et derrière, je suis passé en SAS, en SCI, tout simplement. Et J'achète en société. pourquoi acheter en SAS? Parce que c'est vrai que souvent on te parle de LMNP. Une fois que tu arrives en LMP, le mieux c'est de créer des SCI. Et c'est vrai qu'on parle très rarement des SAS. C'est quoi les avantages et les inconvénients et pourquoi tu as En fait, la investi en SAS, alors la SCI, société civile, a but de détenir de l'immobilier, de le garder. La SCI, c'est très bien sur un terme, on va dire patrimonial et retransmission de parts pour les enfants, etc. SCI à l'IS. Exactement, préférence. toujours. Je ne fais pas de SCI à l'IR. Je ne peux pas. Je devrais arrêter la SCI à l'IR. Tu peux expliquer pourquoi la SCI à l'IS et déjà l'IS impôt sur les sociétés Impôt sur les plutôt sociétés, que impôt à sur le l'IR revenu. sur l'impôt sur le revenu? L'IR, en fait, tout simplement, au bout d'un moment, ça va te faire passer une tranche sur ton TMI, sur ta tranche TMI, taux marginal d'imposition, et tu vas te faire le terme exploser sur Ouais. tes impôts sur le revenu. Et tu comprends C'est pas. pas Et le c'est but. pour ça que les gens qui disent j'ai investi dans l'immobilier mais je paye beaucoup Ah, je d'impôts suis mort. et je vais faire un Pinel. Je suis mort. Donc la SAS, moi, en fait, ça me permet d'avoir une double comptabilité dessus. Ok. C'est très hybride. La SAS, c'est la même fiscalité qu'une SCI. Sauf que la SAS, c'est une société commerciale, société à action, simplifiée. Moi, j'ai une holding associée. Ok. Si tu es tout seul, une SASU. C'est la même chose. Ok. Donc, SAS, moi, ça me permet d'être beaucoup plus hybride parce que c'est une société commerciale. Donc, avec cette société commerciale, je peux acheter, louer. Je peux acheter, revendre. Moi, Ok. quand je visite un bien qui est intéressant pour moi, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vais faire une offre d'achat. Je sais que c'est une bonne affaire. Et après, je vais réfléchir à ma stratégie de dire est-ce que je la revends? Est-ce que je suis. Dans
quelle situation je suis aujourd'hui. Ah, attends, on m'a proposé une autre opportunité en achat-revente. Bon, donc je vais peut-être la garder en location ou je vais faire un achat-revente. Ça me laisse un peu de temps pour réfléchir. Je sais que je vais gagner de l'argent dessus. Comment? Je ne sais pas encore. Mais temps du financement, voilà, j'aurais pris ma décision. Et les financements, justement, en SAS, parce que du coup, c'est en société, Ouais. c'est que sur 15 ans, tu peux quand même faire du 20 ans. Faux. Comment ça se passe? 25 ans, Et comment tu fais? banque d'affaires. Banque d'affaires? Ouais, je travaille Et beaucoup, comment tu arrives beaucoup en avec des banque banques d'affaires? d'affaires. C'est quand tu as un certain patrimoine? Comment tu es Non, arrivé en banque pas du d'affaires? tout. Tout le monde a accès à la banque d'affaires. Il faut juste avoir. C'est une question de réseau toujours. Le bon partenaire, le bon conseiller qui te comprend, le bon courtier qui te Hmm. comprend. Moi, je travaille essentiellement en banque d'affaires. C'est du 110% sur 25 ans. Alors oui, le taux, il est un petit peu plus élevé. C'est le jeu après. C'est du donnant-donnant. Ouais. Mais bon, on parle de 0,5 en plus. Donc c'est indolore. Et surtout que tu as une bonne affaire. Tu t'en fous du taux. Au bout d'un an, tu vas le renégocier à la baisse. Tu vas encore mieux gagner ta vie. Donc voilà. Donc tout le monde a accès aux banques d'affaires. Parce que Tu n'as c'est pas vrai besoin que- de gagner des milliers d'euros. C'est faux. Un particulier qui est au SMIC peut accéder aux banques C'est vrai d'affaires. que nos profils, c'est parfois le plus compliqué. C'est qu'en fait, on sait trouver les pépites, on connaît tout le process, mais la partie la plus dure, c'est le le financement parce financement. qu'on est bloqué, on est très endetté. Exactement. Les banques, voilà, elles savent qu'on est toutes très endettées. Du coup, tu as pu facilement quand même le relever de la dette en passant avec les banques privées. Banque d'affaires. Banque d'affaires, pardon. Ouais, c'est banque d'affaires. Ah oui, pas c'est banque quoi la privée. différence entre banque privée et banque Banque d'affaires? privée, c'est généralement, tu as des placements un peu plus importants, accessibles pour on va dire, des banques privées, des personnes qui gagnent très très bien leur vie, Ok. qui sont gestionnaires de fortune, etc., en banque privée. Banque d'affaires, tu as aussi un conseiller un peu plus privilégié qui s'occupe de ton portefeuille. Ok. Tu vois, tu peux même aller aujourd'hui monter sur de la crypto-monnaie avec ce genre de Donc banque. là, il faut avoir un vrai capital. Ouais, c'est pas ce qu'on recherche, on Ok. s'en fout. Banque d'affaires, c'est des banques commerciales, B2B. Donc en fait, ils vont traiter avec des professionnels. On est professionnel, on est une société, une SAS. Tu as des noms de banques Ouais, tu d'affaires? as le CFCAL, tu as la Ok. Palatine, tu vois. Palatine, CF je connaissais deux noms, mais c'est vrai qu'on. C'est un CFCAL, milieu qui n'est pas très connu au final parce qu'ils font pas de pub. Ils font pas de pub, Ouais. non. CFCAL, peut-être pour les plus anciens, le crédit foncier, tu connais. Crédit foncier, ouais. Crédit ça, je connais. foncier, ils faisaient que de l'immobilier. Mais ils ont fermé, non? Ouais. Ouais. Crédit foncier, à l'époque, ils faisaient que du crédit immobilier. Ça doit être incroyable. Non, Pas je sais. ils vendent pas de carte bleue, pas d'assurance, pas de compte d'épargne, ce genre de choses, pas d'assurance. C'est que du crédit immobilier. Ok. CFCAL, c'est exactement la même chose. L'avantage, c'est qu'on leur fait une pub là, non? Il faut donner de la force aussi. L'avantage, c'est qu'ils sont hyper réactifs, qu'ils comprennent ton langage parce que c'est une banque commerciale, Ça fait du professionnelle. bien parce que les Ah banquiers. ouais, punaise. J'ai rien contre les banquiers traditionnels, mais parfois, c'est vrai que tu sens qu'ils comprennent. Ils Non, parlent pas le même Il langage. faut avoir le bon interlocuteur, il faut avoir le banquier qui a une délégation assez élevée aussi. Sinon, tu dois passer à unité de direction, commission, hypothèque. Enfin, s'il n'y a pas, il Ouais, met pas c'est d'hypothèque, très compliqué. cautionnement, etc. C'est long. CFCAL, c'est une hypothèque de premier rang, point final. Tu achètes en SAS, en SCI, ok. Il faut être professionnel. C'est beau. Et 110%, 25 ans, le taux un peu plus élevé. Tu payes forcément quelques frais bancaires, c'est normal. Ils ne te demandent pas de domiciliation de salaire, rien du tout. Point. c'est beau. Ouais. C'est vrai que là, je vais sortir du podcast, je vais commencer à regarder pour les banques d'affaires. Il faut et pas avoir les des banques contacts. privées. Tu peux pas y accéder comme ça. Tu peux pas aller sur le site et demander un rendez-vous avec un conseiller. T'as C'est pas. intéressant parce que tu as utilisé le mot réseau et c'est vrai que le mot réseau, c'est un peu t'entends ça sur tous les podcasts. Faut se faire du réseau, faut se faire des réseaux. Ok. Mais comment tu te fais du réseau? En discutant avec les gens. Il faut aimer les gens, tu sais. Moi, je suis arrivé sur Paris, alors j'ai rien contre les Parisiens, mais j'étais dans le compliqué à métro, Paris, hein. putain, et j'ai envie. Je parlais Ah avec ouais. la dame, hop, et je suis comme ça. Les tu small vois. talks sont très compliqués à Paris Ah. et quand tu voyages et que tu reviens sur Paris, tu as l'impression. C'est horrible parce que c'est une ville où il y a beaucoup de gens. Du coup, tu dis, bah, je peux faire plein de rencontres. Mais au final, les gens, ils parlent pas et ils sont toujours inquiets. Si toi, tu commences à leur parler, ils se disent, oh là, il veut essayer de me voler, Non, il mais veut quand essayer tu de me. t'intéresses à la personne, là, j'ai discuté avec une dame dans le métro. Mais c'est simple, regarder un clip sur son truc avec les écouteurs, en rigolant, je dis, vous écoutez quoi, madame? Je dis ça me donne envie d'écouter avec vous et de danser. Elle a rigolé, et boum, il y a un lien de connexion J'adore. et c'est parti. Et sans arrière-pensée, parce que c'est vrai Mais qu'il y a plein de gens, ils ont non, toujours on est une humain. arrière-pensée. Soit c'est pour de la drague, soit c'est pour lui voler quelque chose, soit c'est pour acheter quelque Il chose. faut s'intéresser aux gens. Moi, je vais prendre mon café. Et je pense, il est bon votre café. C'est quoi comme café que je bois beaucoup de café. Je vais prendre le même à la maison. Ça va en ce moment le business. Il faut s'intéresser aux gens. Les gens, ils aiment parler d'eux. Et pour Ils toi, ça se aiment. travaille ou c'est inné, ça? Il faut le faire. Point. Mm. En fait, ma mère m'a toujours appris. Si tu ne vas pas chercher le oui, tu ne l'auras jamais. Au pire des cas, tu auras un non. Mm. Tu l'as déjà le non. Si tu vas pas vers la personne, le non, tu l'as. Donc, va chercher le oui. Au pire, tu auras un non, tu n'auras pas de regret. Tu es intéressé par cette nana, va lui demander son numéro de téléphone. Si tu vas pas, tu l'as pas. Le numéro de téléphone. Va lui demander.
Si elle dit oui, tu as ton numéro de téléphone. Si elle dit non, tu n'as rien perdu. Et c'est vrai qu'on se met beaucoup de barrières sociales, comme si ça va être impossible. Et c'est vrai qu'au final, quand tu tentes, il faut avoir du culot. Et c'est intéressant parce que plus j'échange avec toi, plus je vois beaucoup de similitudes avec Gilles Grimm, qui est un grand investisseur immobilier aussi, qui a beaucoup de culot et qui aime l'être humain. Typiquement, quand je l'avais ramené chez lui en scooter, il avait parlé avec un livreur, mais vraiment un small talk, comme ce que tu Ouais, as fait, vraiment et naturellement. sans arrière-pensée. Et en fait, ce que je vois, les personnes qui sont bonnes en immobilier, peut-être pas qu'investissement immobilier, mais en immobilier, c'est des gens qui aiment vraiment l'autre de base sans forcément des C'est arrière-pensées. exactement ça. C'est être naturel et s'intéresser aux autres, tout simplement. Je suis rentré ici, il y avait l'équipe technique, ils Mm. étaient en train de mettre les capteurs. C'est beau, les gars. Ouais. Franchement, c'est top. Ça fait plaisir. Ils sont contents. Ils sont en train de travailler et on valorise leur travail et c'est génial. Et tu vois, ils sont contents. Et surtout, les compliments, les gens sont tellement peu habitués à Bah que tu en reçoives oui. que ça Et fait toujours du bien, surtout dans le quoi. monde dans lequel on vit aujourd'hui, ça fait Exactement. du bien de discuter, de faire de nouvelles rencontres. Et c'est du réseau. Tu vois, tout à l'heure, je te disais, je préfère faire plusieurs opérations tous les mois qu'une dans l'année. Pourquoi aussi? Parce que si je fais 5 opérations petites par mois, je vais rencontrer 5 propriétaires. Mm. Je vais rencontrer peut-être 5 agents immobiliers qui m'ont rapporté les affaires, 5 nouveaux apporteurs d'affaires. Et c'est du réseau, tu vois? C'est quoi ta vision sur l'immobilier, sur l'investissement immobilier en règle générale? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça va continuer à bien marcher, sachant que voilà, en France, ils attaquent de plus en plus l'immobilier d'un point de vue fiscal? Est-ce que le mieux, c'est d'utiliser l'effet de levier et une fois que tu as pas mal capitalisé, revendre et sortir cette somme pour le mettre en bourse ou sur des placements plus financiers, voire investir à l'étranger où tu as un meilleur rendement et beaucoup moins d'imposition? C'est quoi ton point de vue par rapport à tout ça? Alors, en France, déjà, le gros avantage qu'on a, malgré les impôts et tout ce qu'on peut, voilà, tout ce qu'on peut voir, c'est que tu peux lever de la dette. C'est le seul pays, c'est un des seuls pays au monde où tu as accès au crédit facilement, où tout le monde a accès au crédit très facilement. Donc déjà ça, je pense que c'est un bon point pour rester en France. Ok. L'investissement locatif, tu auras toujours une demande locative. Point final. Il y aura toujours une demande. Il y a alors c'est qui dit ça? Alors j'ai plus le nom de la. Je crois que c'est Cédric Anissette qui dit ça. Qui dit ça. Dieu a créé la terre, il n'en créera plus. C'est vrai. Au bout d'un moment, tu pourras plus créer de nouveaux logements. Ça va être compliqué. La population augmente d'année en année. Donc, il faudra bien loger ces personnes. Donc, on aura toujours besoin de logements, que ça soit étudiant, que ça soit sur du résidentiel. Même, je pense, sur du résidentiel de plus en plus, parce que la France s'appauvrit d'année en année, malheureusement. Et je ne vois pas d'axe d'amélioration pour l'instant qui se dessine. Donc, il y aura de plus en plus de personnes qui vont plus avoir accès au crédit. Il faudra les loger naturellement, c'est normal. Donc, ils vont devenir nos locataires. Donc, oui, l'investissement immobilier, elle va en poupe. Et tu as déjà réfléchi à faire aussi diversifier ton patrimoine et mettre un peu en crypto-monnaie, en bourse ou voire investir à l'étranger Jamais. où tu es full immobilier à Je suis 100%? full immobilier. Je reste dans ma zone de génie, je reste sur ce que je comprends en fait, tout simplement. J'ai peut-être tort, hein, je suis pas en train de dire que la bourse c'est nul ou que la crypto c'est pas bien. Alors je sais que la crypto c'est assez volatile, bon Mm. voilà. Mais je suis pas déjà spécialiste dedans, donc je pourrais pas en parler. C'est vraiment un sujet que je maîtrise pas du tout. C'est un sujet qui m'intéresse pas, tout simplement. Et en fait, moi, j'aime faire les choses que j'aime. Et c'est, on va dire, c'est l'être humain qui est comme ça. Quand tu fais quelque chose que t'aimes, tu le fais bien Ouais. généralement. Et t'as pas l'impression de travailler au quotidien au T'as pas final, besoin toi. de Pour travailler. toi, c'est. Et comme tu as dit, ce que je vois, c'est que tu es quelqu'un de très humain. Mais si c'est un ordinateur et que t'as pas de l'humain, en fait, tu kiffes pas, quoi. T'as pas ton plaisir Et derrière c'est ça. pour ça que j'ai un super associé qui gère tout sur Mm. l'ordinateur. Parce que moi, tu me mets sur un ordinateur, faire un tableau Excel, je suis comme ça en train de pianoter avec mes 2 doigts. Moi, ce que j'aime, c'est être dehors. Ouais, Je sors t'es le dehors le matin, commercial, on va dire. je vais prendre un petit déj le matin dehors, toujours avec soit un ami, soit un associé, soit un investisseur. C'est une première rencontre et c'est cool, tu vois. On parle investissement, on parle business, c'est mon travail. Et ensuite, je vais dehors prospecter. Donc tous les jours, je sème mes graines et ça paye, tout simplement. Et quand tu dis prospecter, je retourne un peu sur cet élément parce que c'est intéressant. Sur un autre épisode, on avait accueilli Ama Touré, Que je connais bien. que tu connais très bien, qui est aussi chasseuse. C'est quoi tes techniques, toi, de prospection? En effet, avoir des small talk à gauche, à droite. Mais par exemple, quand tu rentres dans une agence, pourquoi il va t'appeler toi et pas. Parce que des investisseurs, encore plus avec l'évolution d'Internet, tu en as de plus en plus. Et pourquoi l'agent immobilier, il va t'appeler toi et pas quelqu'un d'autre? Parce que je vais la harceler. Parce en fait, il faut qu'il se rappelle de moi. Ouais. Et comment tu arrives à marquer les gens? C'est venir. Alors, déjà, c'est l'humain, c'est s'intéresser à lui. Mm. Et c'est lui prouver que je suis déterminé à investir. Lui dire, je vais investir dans l'immobilier. J'ai
une attestation de financement. Tiens, regarde, je cherche ça, ça, ça. Je passe toutes les semaines le voir. T'as rien rentré? Est-ce que je peux venir avec toi visiter? Ah, j'ai vu sur le site internet que tu avais ça en mandat. Ça m'intéresse pas du tout. Est-ce qu'on peut la visiter ensemble? En fait, plus il va te voir, plus il va s'imprégner en fait. Et moi, ça va devenir mon pote. Ouais. Tu fais quoi ce midi? Je t'invite à déjeuner? Allez, viens, on va bouffer ensemble. Tu fais quoi? On va boire un petit café? Oh, il fait chaud, t'as soif? Viens, on va boire un verre en terrasse. T'as rien rentré? Je vais l'harceler au bout d'un moment, il va me dire, putain, Jérémy, il me casse la tête, je veux lui trouver son truc, dès que je trouve un truc, je vais l'appeler parce qu'il m'harcèle, j'en ai marre. Et tu as un taux de réussite assez élevé. Parce que c'est vrai que moi, ce que j'ai pu voir, c'est que tu as des agents immobiliers aussi qui sont très mauvais. Et parfois, même quand tu veux créer du lien avec eux, c'est compliqué. Et au final, peut-être il n'y a que 5% de tous mes apporteurs d'affaires avec qui je m'entends hyper bien. Et c'est ces 5% qui m'apportent le plus Ouais, d'affaires. souvent, c'est Et les ça. autres, on parle un peu, mais c'est pas ceux qui m'apportent les plus belles Non. pépites. Non, il faut renouveler parce que tu sais, le métier aujourd'hui d'agent immobilier, Ouais. surtout avec les mandataires, Ouais. tous les jours, tu as 3000 agents immobiliers qui arrivent sur le marché. Donc, moi, je les contacte et je vais avec eux en visite. Moi, ma première source aujourd'hui de bonnes affaires, c'est soit les marchands de biens, soit c'est moi où je suis en direct avec le propriétaire. Ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que je sais que moi, en tant que aussi investisseur IMO, c'est très rare que j'ai, enfin, voire jamais, j'ai jamais fait des projets directement avec des Des propriétaires, propriétaires? notamment via Le Bon Coin. Pourquoi? Parce que souvent, bah, les prix, c'était n'importe quoi. Et même quand tu voulais essayer de les remettre, on va dire, sur terre, les pieds sur terre, bah, en fait, ils sont trop dans l'émotion parce que c'est leur résidence Bien principale, sûr. c'est leur appartement où ils ont vu leurs enfants grandir, etc. Comment toi, tu arrives à faire du coup des projets avec Avec des des propriétaires en particuliers? direct, Ouais. c'est de la prospection pure et dure. Donc, alors, la première chose que je fais, et tous les jours, que j'ai fait aujourd'hui en arrivant sur toute la route, je faisais ça, c'est regarder autour de moi les façades. Dès que tu vois des menuiseries, des fenêtres en simple vitrage, un peu défraîchies, une façade un peu à l'abandon, une toiture un peu pourrie, tu vois qu'il n'y a personne qui habite, c'est pour nous. Des fientes de pigeons. Et on adore les pigeons. Ouais. On adore les pigeons. Donc dès que tu vois un produit qui est abandonné, il y a un propriétaire forcément. Ça peut être la ville, ça peut être un Mmh. propriétaire privé classique. Donc le but, c'est d'aller chercher l'information. Si c'est la ville, c'est mort généralement. Si c'est un propriétaire classique, il faut rentrer en contact avec cette personne. Et Si comment elle tu a fais? ce bien, c'est qu'il y a une anomalie quelque part. Mmh. Ça peut être, bah, c'est une succession. Il a hérité de ça, il a ça depuis des années, il ne sait même pas quoi en faire. Il n'a pas l'argent pour faire les travaux. Il y a plusieurs héritiers en place et c'est compliqué parce qu'il y a une héritier qui habite au fin fond, Ouais, les tu vois. indivisions et tout ça, Voilà, c'est souvent et voilà, et compliqué. le notaire, il est claqué au sol et il ne sait pas gérer ça. Tu vois, il y a une anomalie. Le but, nous, si on va arriver, on va diagnostiquer le problème et on va l'aider à résoudre ce problème. Tu vois? Et comment tu le contactes? Parce que c'est vrai que, OK, on va dire, tu arrives à rentrer. Tu vois une boîte aux lettres, tu vois plus ou moins le nom. Comment tu fais pour les trouver? Attends, l'info là, elle vaut plusieurs milliers d'euros, Ah hein. ouais? On ferait pas un abonnement après sur YouTube, on ferait pas payer la Non, vidéo il faut pour ça. donner de la valeur. Il faut donner de la Alors, valeur la aux vraie gens pour valeur, qu'ils puissent. alors la première chose, enquête de voisinage, toquer chez les voisins. Tout le monde connaît ses voisins. Bah, pour cette maison-là abandonnée, vous savez qui elle appartient? Oui, non, si oui, vous n'avez pas un contact, etc. Je recherche une maison dans ce Même si secteur, c'est elle un m'intéresse. quartier avec que des locataires et très peu de propriétaires. Ouais, tu peux, tu sonnes. T'as la boulangerie qui est devant, la boulangère, elle connaît tout le monde. Tu vas lui Ok. acheter une baguette. Vous connaissez pas la personne qui habite devant? Si, non, ouais. Voilà, première chose, enquête de voisinage. Ok. Boîte aux lettres qui dégueule. On jette un petit coup d'œil, on regarde, petite photo discrètement. Bon, c'est un peu, voilà, c'est un peu border, mais ça passe, tu vois. Et on a les informations. Réseaux sociaux, une fois qu'on a le nom propriétaire, réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook, Page on envoie jaune. des messages. Plus Ouais, souvent, c'est des, on va pas se mentir, c'est des personnes âgées. ouais, C'est ouais. parfois compliqué de les avoir. Ça peut être sa fille. Tu vois, nous, on a retrouvé des personnes, elles étaient en maison de retraite. Sa fille, on a eu sa fille, c'était sa mère qui était propriétaire. La mère, elle est en maison de retraite. C'est faux. Parce que moi, j'avais prospecté pour une maison en Bretagne qui est abandonnée. Ouais. Et j'ai trouvé le nom des propriétaires, Monique et Raymond Aymar. Je suis même allé à Aubagne, parce que j'allais au Pour les concert de rencontrer? Jul, pour essayer de les rencontrer. Malheureusement, ils n'y étaient pas. Même la maison là-bas, elle était abandonnée. Donc ça veut dire que si je les trouve, il y a 2 maisons abandonnées, ça veut dire qu'il y a 2 projets. Par contre, pour les trouver, j'ai appelé toutes les maisons de retraite d'Aubagne, c'est pas facile. Alors, Donc j'ai après, contacté la mairie d'une des villes, mais c'est vrai que c'est pas facile de trouver. tu peux les aller, contacts. tu vois, il y a Paper Simo aujourd'hui qui est complètement public. Tu peux déjà avoir pas mal d'informations. Il y a un logiciel qui est ultra puissant en termes de data. C'est vraiment le meilleur outil qu'un investisseur. Tous les investisseurs devraient avoir ce logiciel. Il est payant, Mm. il est très cher. C'est 1500 balles mensuelles. C'est Telescope. Mensuel. Ouais. Ah ouais. Et encore, il y a des options à 2000 euros. Ouais. Par contre, je pense que ça doit rapporter beaucoup si ça coûte 1500. Dès la première affaire, tu es rentable. C'est Telescope. Télescope. Ouais, Telescope. Tu Ok. tapes le nom, tu tapes l'adresse, il te sort tout. Le nom du propriétaire, où il habite, si c'est une SCI, une société, où elle est domiciliée,
le nom des gérants, où les gérants ils habitent, leur date de naissance, où ils habitent. Tu as tout. Tout. Tu as un onglet succession, tu sais toutes les successions dans ton secteur. Tu as juste à cliquer sur l'onglet, et là, tu as tous les petits points qui s'allument autour de toi. Tu as juste à cliquer dessus, tu as le nom des rues, tu as le nom de la succession, le nom du notaire qui s'occupe de la succession. C'est une mine d'or. C'est incroyable ça. C'est juste à l'art. Moi, Bah, je vais m'abonner. j'envoie 200 courriers par mois. Ah ouais. Donc, avec Télescope, tu peux créer un courrier automatique. Ok. Donc, tu vois, Ouais, tu c'est as un juste. sacré sas, ça, c'est incroyable. Ah, mais c'est un truc de fou. Mais je comprends même pas pourquoi on n'en parle pas autant. C'est vrai que c'est la première fois que j'en entends parler. Ah ouais, mais c'est un outil qui est ultra puissant. Et c'est national. Donc, dans toute la France, dans toutes les régions, tu peux trouver des bonnes affaires comme ça. Ce qui est ouf, c'est que j'en suis sûr, il y a plein de gens qui vont s'arrêter aux 1500 euros, parce qu'en effet, ça peut être un investissement. Alors qu'au final, Putain, si tu trouves la pépite, au final, les 1500, ils sont remboursés Ouais, mais en tu je sais t'en pas combien de fous. temps. Tu vois que t'es avec 4 potes. Allez, tu commences avec 4 potes. 1500 divisé Ouais. par 4, ça coûte que dalle. Vous les mettez, tu vois. Putain, c'est ouf ça. Je Vous êtes connaissais à pas. 4 sur le terrain, entre potes. En plus, c'est cool d'aller sur le terrain, de prospecter. Vous êtes à 4. Vous mettez 4 fois plus d'énergie, 4 cerveaux qui réfléchissent. Et vous y allez entre Ça, potes. c'est un bon hack que tu as donné. C'est quoi les qualités pour être un bon investisseur immobilier selon toi? Bon, il y a pas de qualité. Alors, il faut être tenace. Il faut jamais lâcher l'affaire. Les bonnes affaires, tu vois, je ne trouve pas tous les jours. Il faut tous les jours semer. Au bout d'un moment, c'est sûr que ça paye. C'est avoir cette rigueur, tu vois, de ne pas lâcher l'affaire. Un propriétaire te dit non, non, ça veut dire oui. En fait, dans une vente, il faut savoir que la vente commence quand on te dit non. Tu te dis, ah, j'ai fait une super affaire, j'ai fait une super vente, j'ai fait une offre à 100 000 euros, elle a dit oui. Tu n'as pas fait de vente. C'est elle qui t'a fait une vente. La vente, elle commence quand elle t'a dit non. Non, ok. Pourquoi? Mais si, ça vaut ça. Parce qu'il y a ça, ça, ça. Vous savez combien ça va coûter de refaire la toiture, madame? Ça va coûter autant. Est-ce que vous voulez vous le faire? Faites-le vous. Qui vous dit que vous n'allez pas trouver du mérule ou de la charpente? Moi, je ne demande pas de diagnostic mérule. Moi, j'achète en paiement comptant. C'est argument, tu vois, il ne faut pas lâcher l'affaire. Tu vois? C'est vrai qu'en plus, on oublie, mais parfois, on a l'impression que c'est nous qui sommes en mauvaise situation. Et au final, le vendeur, il a aussi besoin de vendre. Ouais, Et mais c'est de le s'il a comprendre. besoin de vendre pour racheter quelque chose, bah, je peux te dire qu'il va être hyper stressé. Si c'est pour payer justement des impôts sur Taxes foncières, l'héritage, logements vacants, ça etc. va. Ouais, on se rend pas compte, mais c'est là qu'on a un énorme pouvoir de négociation. Et en effet, il faut savoir le faire. Le but aussi, on n'arrive pas comme un voleur. On n'est pas là pour délapider l'héritage et laisser le propriétaire dans la merde. Et tu vois, c'est pas ça encore. Encore une fois, c'est de l'humain. C'est de dire il y a un problème, il y a un créancier. Je te raconte une petite anecdote. Michael et Manuel, que Ouais. je connais très bien, je leur trouve un super immeuble dans la région du Nord, à Roubaix. Ok. Une vingtaine de logements. Prix défiant toute concurrence. Vraiment une super affaire. J'appelle Michael. Michael, ok Jérémy, c'est bon, je prends. D'accord. Le bien, il allait partir aux enchères. Donc il était sur Licitor. J'arrive à avoir le contact avec le créancier, qui est le Crédit Agricole. C'est une SCI qui est en face. Je prends contact avec la SCI, je leur dis votre bien, il va partir aux enchères. Il y a du mérule, du sol au plafond. Mérule, pour ceux qui ne savent pas, c'est un champignon qu'il faut traiter. Très compliqué à Très enlever. compliqué. Quand tu as la maîtrise, tu peux le faire. Ok. C'est pas un problème. Tu vois, faut le maîtriser. Tout ça, c'est encore une question de maîtrise, de coût, Ouais, etc. c'est comme Tu pour vois, tout. c'est comme pour tout. Je rentre en contact avec l'SCI. C'est quoi le problème? J'ai une créance auprès du Crédit Agricole. Je me suis fait saisir, blablabla. Ok. Elle est de combien la créance? Elle est de autant. Je vous rajoute 100 000 euros de plus sur le montant de la créance. Moi, je récupère le bien. Je vous sors de la merde. Et en plus, vous repartez pas la queue entre les deux jambes. Vous repartez avec 100 000 euros, vous pouvez vous refaire aussi. Il va partir aux enchères dans 3 semaines. On a dû payer parce que publication foncière, etc., pub sur Licitor, avocat, etc., on a dû payer pour enlever la publication sur Licitor, annuler l'enchère. On était déjà sur compromis de vente et c'est parti aux enchères. C'est ouf. Ouais. Donc c'est tout un... Mais encore une fois, c'est une question d'humain. C'est du culot. C'est du culot, c'est de parler avec. C'est une SCI qui était à Paris en plus. Et il était seul, succession, il était dans la merde. Bah, tu repars avec 100 000 euros. Moi, je fais mon réussi affaire. à résoudre la mérule? On a réussi à résoudre la mérule. Ça a pris du temps. Ouais, parce que la Mais mérule, ouais. c'est Mais pas ouais, facile. Hein. ouais. J'étais chez le notaire encore semaine dernière et on parlait de la mérule. Et c'est vrai que quand tu as beaucoup d'humidité et que c'est des zones d'ombre, c'est souvent assez compliqué de pouvoir enlever toute cette Mais mérule. en plus, c'est même pas un diagnostic qui est obligatoire. C'est fou. C'est chaud quand même. Ah ouais, il faut vraiment Il y en savoir a le beaucoup, il y en détecter. a beaucoup dans le Nord. Non, très Sur peu. Paris, c'est assez rare. Il y en a quand même assez peu. Bon, tu vois toujours la mérule plus ou moins au niveau du notaire, comme quoi il n'y en a pas. Mais c'est vrai que ça peut être un vrai fléau dans Ça certaines peut être un régions, je vrai pense. fléau, ouais. Mais non, on n'est pas touché ni par tout ce qui est gaz radon, mérule. C'est assez rare. C'est assez rare.
Tu vois, le Merul est fort développé du côté de la Ouais. Bretagne, je le sais. Ok. Voilà. Encore une fois, c'est une question de diagnostic, il faut le faire. Quitte à le payer, hein. Moi, je suis prêt Ouais. tu vois, quand j'ai un doute, je dis au propriétaire, écoutez, votre bien m'intéresse. Par contre, moi, je vais faire un diagnostic Merul pour être tranquille. Même pour C'est vous, pour vous étonnant protéger. qu'il ne soit pas obligatoire parce que c'est quand même un vrai problème, la Ça Merul. peut être un vrai problème, ouais. Ça peut être un vrai problème. Et à partir de là, moi, je fais le diagnostic Merul, je le prends à ma Hmm. charge, évidemment. Comme ça, moi, ça me protège. Je le donne avec volontiers au propriétaire, comme ça, lui aussi. Voilà, Ouais, il c'est du peut, gagnant-gagnant voilà, pour tout le c'est monde, du quoi. gagnant-gagnant. Et à partir de là, il y a du Merul, on rentre en négociation. C'est encore mieux. Et le nom du podcast, c'est Le Game Plan. C'est quoi le game plan pour toi, pour du coup devenir investisseur immobilier et faire comme ce que tu fais aujourd'hui? Le vouloir. En fait, tu vas avoir le fantasmeur, tu vois, celui qui va se dire, il va fantasmer. Je rêve de cette vie, je rêve d'être libre financièrement. J'en ai marre de mon travail, mon patron m'emmerde, etc. Et qui va rien faire pour changer. Alors peut-être même pas dans l'immobilier en fait. Tu vois, Dans la vie dans en les règle générale, bagnoles, quoi. dans ce que tu veux, peu importe le secteur d'activité que tu aimes. Et il faut être passionné. En fait, je pense que c'est vraiment le truc moi tu vois, qui me fait vibrer. Tu vois, je viens de Lille à Paris, Ça tu vois, s'entend même je quand suis tu parles, on sent que tu es déterminé, tu passionné, vois, que tu qu'une envie, j'aime c'est ça, de. ok, tu m'as envoyé sur Insta, tu m'as envoyé Ouais. un vocal, tu me dis ouais Jérém, écoute, on peut faire ça, un podcast. Je t'ai pas répondu 24 heures après, c'est ok Mathéo, dis-moi quand le 22, je suis là le Et 22. c'est ce Ok. que j'aime quand je fais des podcasts avec des investisseurs immobiliers, c'est que c'est du direct. Il n'y a pas, oui, tu m'envoies une présentation par On mail, n'a je vais rien voir avec mon. préparé. Quand on s'est vu, là, on n'a rien On préparé, a on bu s'est un vu verre d'eau, direct. tu m'as C'est dit ouais ça. ça va, cool, je te dis ouais ok on y va, mais parce que c'est naturel et parce qu'on parle avec nos tripes, Mm. on n'a pas besoin de faire du faux, de montrer du faux. Encore une fois, c'est vraiment c'est du sans filtre, c'est du sans filtre tout simplement. Il faut dire la vérité, parler de ce métier avec passion et il faut être passionné pour faire ce métier. Mais changer de vie, tu vois, tu parlais de game, bah c'est faut avoir quand même les couilles de Mm. le faire. C'est dur et je peux le comprendre parce que moi, c'est ma maladie qui m'a fait m'ouvrir et casser, on va dire, ce plafond de verre. Mais moi, j'étais salarié. Plus jamais j'aurais envisagé. Alors, je rêvais d'être investisseur immobilier. Tu vois, je regarde, je bouffais du contenu sur YouTube, etc. Mais jamais je pense que je me serais lancé. J'avais trop peur. J'avais mon CDI, ma fiche de paye à la fin du mois. Tu vois, j'avais pas de problème. C'est quoi ta peur? C'était le fait que tu avais de la sécurité et tu avais peur d'aller chercher. Parce que souvent, c'est soit tu as de la liberté, soit tu as de la sécurité. Quand tu vas chercher la liberté, forcément, tu perds un peu de sécurité pendant un moment. Ou si tu as de la sécurité, tu as un peu moins de liberté. Toi, c'était quoi ton curseur par rapport à ça? Ouais, en fait, moi, pour moi, j'avais mon CDI, j'avais une possibilité d'évolution dans 2 ans, donc je savais que dans 2 ans, j'allais être augmenté de 100 euros. Tu vois. J'avais ma petite maison et mon petit train-train de vie. Et le matin, j'étais dans les bouchons. Tu vois, ce matin, Mm. ma femme, elle m'a raccompagné à la gare. Et je dis, putain, 8h30, c'est bouché et tout. Je dis, t'imagines ça tous les matins? Ah non, c'est même les transports en C'est commun, mort. le RER ou le métro le matin, ça doit pas être facile quand tu prends tous les jours. Et en fait, une fois que tu t'es lancé et que tu vois que c'est possible de le faire, ben, c'est une ligne droite. Mm. Plus jamais je deviendrai salarié, mais plus jamais, jamais, Ouais, jamais. bah, une fois que Plus tu as goûté jamais. à ça, c'est compliqué de C'est plus revenir. jamais. Donc encore une fois, faites les choses par passion. T'es pas, tu vois, moi, je me compare toujours à un joueur de foot. Tu vois, parce que quand je fais du clé en main, il y a forcément, et c'est une question qui est légitime. On me dit pourquoi Jérémy, tu fais ça alors que tu gagnes déjà très bien ta vie dans l'immobilier classique, tu vois, en investissement, en investisseur et marchand de biens. Je dis parce que moi, je suis comme Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il prend 30 millions d'euros à l'année. Il a 10 ans, il a 10 générations tranquilles, tu vois. Il pourrait s'arrêter de travailler, mais tous les dimanches, lui, Ah, son c'est objectif, kiff, c'est de gagner. Tous les matins, il s'entraîne à la salle, il trouve des stratégies, etc. Il va jouer sous la pluie, etc. Parce que c'est un passionné qui aime ce qu'il fait. Et ben moi, c'est pareil. Mm. J'aime ce que je fais tout simplement. Et donc aujourd'hui, peut-être que je suis rentré aussi dans une phase de retransmission un petit peu sans le vouloir. Tu vois, j'aime transmettre, j'aime parler d'immobilier, surtout quand je vois toutes les arnaques qu'il y a sur Internet. Tu vois, avec 100% des investisseurs que j'accompagne, que j'ai au téléphone, ils se sont fait cloquer sur une formation en ligne. Et je leur dis, t'as pas investi dans l'immobilier avec ta formation? Bah non. Pourquoi? Parce que c'est pas ton métier, tout simplement. Mm. T'as pas le temps, toi, tu es quoi? Tu es garagiste? Tu as la théorie, mais tu n'as pas la pratique. Sauf que au final, l'investissement immobilier, c'est que du terrain et de la pratique. C'est du Quoi. concret, en Ouais. fait. Tu vois, tu peux lire tous les bouquins du monde, tu vois, connaître tous les termes en immobilier. Si t'achètes pas, ça va pas te servir à Et grand après, chose. en soi, c'est pas à cause des formateurs, c'est les personnes qui ont acheté qui ne sont pas aussi passées à l'action, non? T'en penses Tu quoi? peux pas, c'est pas ton métier. On oublie souvent, le métier d'investisseur immobilier, c'est un Ouais, ça métier. reste un métier. Marchand de biens, c'est un métier. C'est comme garagiste, boulanger. Demain, tu veux changer le moteur de ta bagnole. Tu vas pas acheter une formation de comment changer le moteur de la bagnole. Ouais. Tu vas payer
un garagiste compétent qui est formé pour ça, qui s'est formé sur le terrain pour changer le moteur de ta bagnole. L'immobilier, c'est pareil. Et c'est Tu un pas le temps, tu vois. Alors, toi, peut-être, ouais, tu es un peu plus libre avec ton métier. Moi aussi. Moi, je prends des amis à moi qui sont salariés, qui travaillent 40 heures par semaine. Mais ils n'ont pas le temps d'aller sur le terrain, d'aller prospecter, d'aller négocier, de prendre un billet de train pour aller faire une visite à l'autre bout de la France. Tu vois, moi, j'ai fait un Lille, Gémenos. Gémenos, c'est à côté de Marseille, pour aller visiter un entrepôt l'année dernière. J'étais mardi soir, on m'envoie une affaire, je dis visite quand? Il me dit on peut visiter demain, ça va passer aux enchères aussi dans un mois à peu près. Donc demain, je peux te faire visiter hors enchère directement. Prends ta carte d'identité parce qu'il y a la sécu devant et si tu n'as pas ta carte d'identité, tu es mort. J'étais le soir, j'ai pris un avion Bruxelles-Marseille, j'étais à Gemenos du soir au lendemain, tu vois, j'étais là-bas. Tu es salarié, tu peux pas le faire. bah, merci en tout cas pour ce podcast qui était hyper intéressant. Tu as donné énormément de hacks qui sont en plus applicables et que dès la fin du podcast, les personnes vont pouvoir du coup mettre en place. Il va falloir qu'on s'organise un déj avec Ama aussi. Avec Je pense grand qu'on a plaisir. beaucoup de choses à partager et c'est vrai qu'entre chasseurs, c'est toujours intéressant de se donner des skills et même de se remotiver parce que tu vois, Bien rien sûr. que cette 1 heure de podcast avec toi, ça m'a remotivé. Donc je pense que ça Ouais, va ça motiver plein booste. d'autres choses. Et je te remercie encore d'avoir C'est moi accepté qui te remercie, l'invitation. Mathéo, avec grand plaisir. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao!